Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Café Tech avec Imen. Aujourd'hui, je reçois Dola Bartagiz, CTO chez Aola, coach et speaker très engagé dans le software craft et les bonnes pratiques de développement. Merci beaucoup Dola d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité aussi. Merci beaucoup. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots qui tu es, ce que tu fais chez Aola et comment tu décrirais ton job au quotidien? Je m'appelle Dora Bartaguiz, je suis CTO chez Arola. Alors, CTO, c'est un gros mot pour dire je suis à la direction technique. Qu'est-ce que je fais au quotidien? Je fais plein de choses. Alors, moi, je me décris comme support de tous les autres membres d'Arola. Support côté, enfin pour le recrutement, par exemple. Support pour la partie RH, support pour la partie communication, pour le commerce, pour les consultants aussi et les consultantes. Donc voilà, je suis un peu au milieu de tout ce monde-là pour faire, on va dire, faire bien fonctionner toute la boîte. Sinon, j'ai un parcours assez classique, donc école d'informatique. J'ai fait ensuite un master de recherche en pensant commencer une thèse que je n'ai même pas commencé parce que j'ai découvert à mon stage justement de recherche que non, ce que j'ai adoré c'est le développement. Et donc j'ai tout de suite parti pour chercher du boulot dans le dev. Donc voilà, et ça fait bientôt 18 ans que je suis dans l'environnement tech. Et tu as commencé avec quoi en tant que développeur? Je ne sais pas si j'ai bien vu, mais c'était .NET. Oui, à la base, justement à l'école, je me rappelle, on avait plein de projets. Et quand j'avais fait un projet en .NET, en C++ et ensuite C Sharp, je me disais, ah Ouais. bah tiens, c'est sympa, l'environnement Microsoft, l'avantage, en tout cas à l'époque, c'est que quand on Ouais. est full environnement Microsoft, il y a tout qui se branchait facilement, contrairement aux environnements Java où tu peux utiliser, il faut tout faire, on va dire, c'est moins fluide que dans un Ouais. environnement Microsoft. Alors c'est à la fois une force et une faiblesse, hein, Ouais. Oui. donc voilà. Il y a moins de liberté. C'est sûr qu'un environnement, on va dire Microsoft, si on veut plugger, d'ailleurs on le voit quand on fait du .NET et derrière on veut avoir une base SQL Server, il y a tout qui peut être utilisé dans notre IDE. Contrairement à si on avait une autre base, bon maintenant on peut, mais à l'époque c'était compliqué, hein. Il fallait avoir plusieurs environnements pour accéder à la base d'un côté, le code de l'autre, enfin voilà. Mais ça évolue, c'est ça ce qui est intéressant. Ouais. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, Bon, je vais passer des étapes. Et du coup, tu codes aujourd'hui avec .NET ou après, t'as essayé de voir d'autres technos Alors, j'ai pas vraiment changé de techno, on va dire. Enfin, je suis tombée dans la marmite, on va dire .NET, et je suis restée. Et à l'époque, on me disait, il faut garder l'expertise aussi, parce Ouais. que c'est comme ça que tu valorises ton CV. Même si aujourd'hui, je pense que c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, enfin, j'ai commencé en .NET, j'ai fait plus de 10 ans, on va dire, en développement. Quand je dis développement, c'est à la fois, j'ai eu pas mal de rôles quand même. J'ai eu des postes de tech lead, d'architecte, de conseil en architecture, de coach aussi. Et à chaque fois, je me disais, bon, le but, enfin, c'était toujours autour des technologies Microsoft. Et en fait, plus je faisais du coaching, plus je me rendais compte que je deviens un petit peu agnostique au langage, on va dire. Au sens où je pouvais très bien coacher des équipes en JavaScript, que en PHP, que en Java, que en C Sharp, que en Python, que des DevOps, enfin, parce que je me rends compte que justement la base du développement, c'est plutôt la partie méthodo. Et quand tu as Ouais. la bonne méthodo, finalement, quel que soit le langage, c'est pareil, Faut en quoi. sortir, quoi. Ouais. Non, t'as raison, finalement.
On va parler après du craft et on voit toujours des formations. On peut même suivre des formations sur du Java, sur, comme tu as dit, JavaScript, peu importe le langage. C'est de la méthodo et du coup on peut s'en sortir même si vraiment on pratique pas ce langage. Hmm. Surtout avec l'IA aujourd'hui. On en parlera. Oui, enfin, oui, c'est ça. Tu as mentionné que tu es aujourd'hui CTO chez Arola. Vraiment, ce qui n'est pas un petit poste. Surtout là, tu as dit que tu es au centre de pas mal de postes ou de sujets, quoi. Comment tu es passé de développeuse à ce rôle de CTO? Donc, t'es pas juste CTO, mais aussi coach, référente craft. Est-ce que c'était planifié ou ça s'est construit au fil des opportunités? Alors, planifié, non. Je dirais plutôt, en fait, c'est différentes expérimentations. Alors, quand j'ai commencé à faire du développement, on m'a souvent dit que j'avais du caractère, que même si, enfin, j'ai toujours été la seule femme de l'équipe. Je me démarquais tout le temps. Enfin, j'arrive à imposer, on va dire, enfin, à me faire entendre, Oui. si on peut le dire. Et un jour, on m'a proposé de faire de la gestion de projet. Et en fait, j'ai refusé le poste. On m'a dit, mais comment ça, t'as refusé? Pourtant, tu t'écris bien, enfin, en rédaction, je veux dire. Tu es bien focus sur le métier. On voit que t'es en support. Enfin, t'as envie que les problématiques soient résolues au plus tôt, quoi. Et j'ai dit, bah oui, mais je peux faire ça tout en restant dans le développement et dans l'expertise technique. Parce qu'à la base, je voulais devenir plutôt architecte. Et puis après, bah, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Peter, qui était aussi co-organisateur d'une conférence qui s'appelle Uncraft à Paris, Newcraft, et qui m'a dit, tiens Dora, on monte une nouvelle conférence, ça serait bien que tu participes, tu vois l'univers des conférences et ce que c'est. Et je me disais, bah écoute, ok, mais pour moi, c'était cher de payer l'entrée de ma poche. Ouais. Donc, je vais voir avec mon entreprise si elle accepte de me la payer. Et j'en ai discuté avec mon manager qui m'a dit sans problème, vas-y, on peut te la payer sans souci. Et j'assiste pour la première fois à une conférence où il y a des speakers qui partagent leurs connaissances, qui sont accessibles. Après leur talk, on discutait. Il n'y avait pas cette... on va dire cette différence ou ce côté tiens, moi je suis speaker, je parle pas aux autres ou l'inverse. Oui. Et je trouvais ça chouette. Et j'avais posé la question à Peter à l'époque. Je lui ai dit, bah écoute, moi je veux bien devenir speaker. Enfin, comment devenir speaker? Il m'a dit, ouais, bah t'as juste à envoyer un CFP. C'est quoi un CFP? Oui. Je me suis posé la même question pour ma première fois. Donc il m'a dit, CFP, ça veut dire Call for Paper, où maintenant il n'y a plus de papier, donc on parle plutôt de Call for Proposal, donc proposition. Et il m'a dit, bah, c'est juste le titre du sujet, un petit paragraphe qui décrit ce que tu as envie de faire, de quoi tu veux parler. Et voilà. Et peut-être un message, oui, au comité pour dire, bah, enfin, ta motivation, quoi. Pourquoi ils te choisissent toi que d'autres. Et après, je fais, ouais, mais enfin, si j'envoie un CFP et personne, enfin, ils me connaissent pas, comment tu fais confiance à quelqu'un qui n'a jamais donné de talk? Un peu, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. T'as jamais donné de talk et donc tu seras jamais pris en conf au final. Parce que d'un point de vue conférence, on a envie d'attirer des stars, on va dire, pour avoir des participants. Enfin, ça se comprend, quoi. Et il m'a dit, ouais, bah dans ce cas-là, prépare ton parcours.
Puisque pour devenir speaker, il faut que tu sois visible. Pour devenir visible, il faut avoir du contenu. Pour avoir du contenu, il faut le créer. C'est un enchaînement, quoi. Oui. Voilà. Donc ça et j'ai fait comme ça un espèce de rétro-planning, d'enchaînement d'étapes, on va dire, pour préparer ce que je voulais faire. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à me dire, bah tiens, c'est vrai que j'ai pas mal de choses à raconter, puisque moi, je suis fan de prise de notes aussi. Je prends note matin, midi et soir, enfin dès que j'ai un instant. Enfin, peut-être ça bouillonne trop dans ma tête. Et donc, je m'étais dit, bon bah, je vais chercher dans mes notes. Qu'est-ce qui m'intéresse et surtout je vais m'observer et observer les autres. Observer les autres, pourquoi? Pour savoir quand est-ce qu'ils viennent me chercher, sur quel sujet. C'est là où ça veut dire qu'ils me considèrent experte sur ce sujet-là. Quand je dis les autres, c'est les collègues, les connaissances, enfin tout l'entourage métier, enfin technique, on va dire. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire, bah tiens, ok, je sais que je suis connue, entre guillemets, sur ce sujet-là, etc. Et j'ai commencé à écrire dessus. Écrire au sens article, post LinkedIn, enfin voilà. Et ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle des meet-up. J'ai présenté quelques contenus dans des espaces, on va dire, partagés, où tout le monde vient comme il est ou comme elle est, et on partage des choses. Et j'avoue que j'ai eu des flops. Il y a eu des sujets qui n'intéressaient personne, c'est normal. Et d'autres sujets, voilà, et d'autres sujets qui ont pris. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon bah, les sujets qui ont pris, bah, c'est ça qui va être ma cible un petit peu de ce que je vais parler dans le futur. Et même mes coachings, j'ai essayé de les orienter dans le même sens. Comme ça, je me disais, je vais encore avoir plus de matière. Parce que souvent, le coaching, c'est à la fois un partage de connaissances, donc j'essaye d'améliorer le quotidien des équipes, donc en apportant mon expertise, mais j'apprends aussi des autres. Donc j'apprends les erreurs qu'ils ont faites, ou il ou elle d'ailleurs, les pièges, comment ils les ont évités, ou comment on les a évités ensemble. En fait, tout ce qu'il ne faut pas faire, finalement, je le vois dans les missions de coaching. Plus que dans les environnements où j'interviens en tant que dev au quotidien, quoi. Et donc c'est comme ça que justement de fil à aiguille, on va dire, j'ai commencé à créer du contenu. Et après, bon bah, j'ai envoyé. Là, je disais, la première conférence à laquelle j'ai assisté, c'était en 2014, la première édition de Handcraft. Et mon premier talk était... le hasard a fait que ma première conférence était aussi à Handcraft en 2019. Ouais. Donc 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, oui. Oh, tu m'étonnes. Donc, et c'était quoi? Tu te rappelles, c'était quoi le premier sujet? Ah oui, je me rappelle très bien. Je pense qu'on ne va pas oublier, oui. Autant les autres, il y a des conférences où que j'ai oublié, mais celle-là, je me rappelle très bien. Parce qu'en plus, j'avais à la fois le challenge de me dire c'est une première... Alors, double difficulté, parce que c'est ma première conférence, grande conférence, ouais. Et c'est en anglais. J'ai pas choisi le truc simple. Oui, non, là c'est... Oui, parce que la conférence, pour ma première... Ah oui. Elle est en anglais. Ouais. Et donc je me disais, je discutais avec Cyril à l'époque, qui est mon co-CTO chez Arola, qui je lui dis, écoute, je veux parler d'un sujet, mais à chaque fois dans les conférences, c'est toujours sérieux quand on parle d'un sujet. Enfin, on présente le retour d'expérience, mais moi je voulais avoir un ton différent, plutôt en mode
fun ou enfin avoir une autre façon de voir les choses quoi. Et je lui ai dit je veux bien parler de TDD parce que c'était le sujet que c'était un petit peu mon quotidien à cette époque-là par rapport au coaching, par rapport aux missions clients, etc. Et il m'a dit je lui ai dit je sais que le TDD, il y en a plein qui parlaient à cette époque. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui diffère mon sujet à moi. Je vais pas parler de, TDD, c'est la boucle, ou TDD, c'est les baby steps, ou TDD, c'est machin. Mais je voulais avoir quelque chose de différent. Et je lui ai dit, en fait, je remarque la même chose. Il y a toujours le même retour qui revient. C'est difficile. C'est difficile de faire du TDD au quotidien. Il y en a même qui m'ont dit c'est impossible. Et donc le sujet était Slim Down Diet et TDD. C'est régime alimentaire et TDD. Et je comparais le fait de faire des régimes alimentaires, que ce soit des régimes minceurs, qu'on devienne vegan ou qu'on devienne végétarien ou végétarienne, etc. C'est aussi compliqué pour moi que de faire du TDD dans un contexte de développement. Et donc j'expliquais pourquoi. Je faisais le parallèle entre les deux. Donc je vous invite à le voir. C'est dingue comme idée. Oui, c'est dingue comme idée, quoi. Moi aussi, parfois, je me bug pour chercher une idée pour comment je vais partager une telle, je sais pas, fonctionnalité ou un sujet. Et honnêtement, là, comment t'as trouvé là cette analogie? Honnêtement, bravo. Donc voilà, c'était parti de là. Et donc je faisais la transposition entre les deux, on va dire les deux environnements, où je parlais la pression de l'environnement, de la pression sociale, on va dire. Pourquoi t'as toujours été bien en mangeant de la viande ou en mangeant du poisson, ou pourquoi tu changes, pourquoi tu deviens vegan, ou pourquoi tu deviens végétarien, ou pourquoi tu fais un régime, tout simplement. Ouais. La difficulté de l'environnement, la difficulté, si on fait un régime minceur, souvent on nous dit il faut réduire les portions et comme ça tu peux aller mieux. En TDD, pareil, on parle de baby steps, c'est une réduction de portions pour s'habituer. Il y a le changement naturel de la personnalité. C'est quand tu fais un régime, je pense au régime minceur par exemple, ton corps change, tu t'affines par exemple, et naturellement tu vas être contente ou content de ton nouveau corps et donc tu vas le faire savoir en quelque sorte. Donc naturellement il va y avoir un petit changement de caractère. Et en TDD c'est pareil. En fait, les fans, quand tu maîtrises le TDD, en fait tu vas naturellement le vendre entre guillemets. Tu as envie que tout le monde fasse pareil. Oui. Et donc, je fais un petit peu le parallèle entre les deux. Je ne spoile pas. Allez voir la conf. Oui, non. Je pense que que ce soit moi ou les gens qui nous écoutent, il faut qu'on aille jeter un œil sur cette conférence de la Bartaglis, quoi. Okay. Pour comprendre c'est quoi le TDD, quoi. Ouais. Et je vais rebondir sur ça. Sûrement, il y a des gens qui vont écouter l'épisode et qui ne connaissent pas c'est quoi le software craft, le TDD. Donc, comment tu peux l'expliquer simplement pour une personne qui ne connaît pas du tout ni le software craft, ni le TDD? Alors, le software craft, historiquement, ça s'appelait craftsmanship, d'ailleurs. Craftsmanship, ouais. Alors, pour dire simple, c'est l'artisanat du code. Pourquoi on a utilisé ce mot-là? C'est juste pour mettre l'accent, pour dire quand on fait les choses, on les fait bien. L'idée, c'est d'éviter, parce que c'est souvent, d'ailleurs, tout est une question de réaction. Pourquoi on l'a créé? Parce que il y avait, on l'a vu dans l'industrie. Il y a, d'ailleurs, je l'ai vécu moi-même, des devs qui te disent, moi j'écris le code et après c'est les QA qui testent. Et s'ils déclarent, ils remontent un bug, je corrigerai. Mais s'ils remontent pas de bug, pour moi tout va bien. Donc cette attitude-là,
c'est revoltant entre guillemets. C'est comment tu fais un truc et tu testes pas la qualité de ce que tu veux produire. C'est comme si tu disais, bah je fais Ouais. à l'aveugle quoi. Donc je ne suis pas, enfin c'est pas qualitatif. Et donc l'idée c'est ça, c'est de se dire, en fait si je construis quelque chose, c'est j'ai envie de tout mettre de telle sorte que ce que je construis soit de qualité et soit utile surtout à la personne enfin pour la personne que je, enfin destinataire du produit. Donc c'est pour ça qu'on parle de bénéfices du craft, notamment la valeur métier, la réduction du time to market. Le craft, ça englobe plusieurs. Donc, quand on décortique le sujet, donc on va focus sur la qualité et apporter de la valeur au plus tôt. Et donc après, dans l'implémentation, c'est éviter l'over-engineering, aller droit au but, créer la solution la plus simple possible, la plus pragmatique. Ça veut pas dire que tu mets de la tête technique exprès aussi. Enfin, sauf si dans certains cas, oui, mais en tout cas, penser pragmatique et apporter la meilleure solution au meilleur contexte. C'est ça l'idée en général. Et TDD, c'est une des pratiques craft. Et pour moi, souvent on pense, enfin c'est le retour en tout cas que j'ai pendant les sessions de coaching, c'est les gens pensent TDD c'est faire des tests unitaires. En fait, je vous dis tout de suite, non, c'est pas ça. Si vous pensez que TDD c'est juste pour avoir une couverture de tests et des tests unitaires, c'est pas le but. TDD ou Test Driven Development, le but c'est vraiment d'arriver arriver à apporter de la valeur en un minimum de temps. Et c'est pour ça qu'on parle de la loupe Red Green Refactor. C'est quoi mon objectif? Red, là je le transforme en test, justement. Je développe le minimum de code pour atteindre mon objectif, et après, je prends le temps pour regarder si côté design, et là on parle de qualité, si côté design, est-ce que je peux pas faire mieux? Donc à partir du moment où on arrive à se mettre ça, enfin, à comprendre ça, bah, en fait on va naturellement faire du TDD. Donc l'idée c'est vraiment de découper le problème, parce que face à une montagne c'est sûr on peut pas tout faire à la fois. Donc on va découper, on va pour chaque partie essayer d'identifier des exemples, et en fait chaque exemple devient lui-même un test qu'on va écrire. Et souvent, c'est c'est les étapes que je partage pendant les coachings, et c'est comme ça qu'on améliore justement nos pratiques. Dora, est-ce que tu vois quelle erreur les équipes font le plus souvent quand elles essayent de démarrer TDD, de commencer à appliquer TDD? Bah, l'erreur souvent c'est on commence tête baissée à écrire le premier test. Je leur dis non, quand vous prenez un besoin, que ce soit un ticket, une US, peu importe, mais quand vous avez un besoin, posez-vous, décomposez et vous extrayez, enfin il faut extraire des exemples. C'est ça. Pourquoi? Coup, parce que les exemples... et du coup, avant déjà de commencer à coder, il y a pas mal de cérémonies qu'on doit les faire pour comprendre le métier, ajouter des exemples. Donc le TDD arrive, je pense, à la fin, quoi. Pas tout à fait. Enfin, à la fin, au sens... Pour commencer, oui. Pour commencer vraiment à coder. Oui, oui. Oui, on parle souvent d'ailleurs de lien entre, je sais pas si tu connais, si je te dis BDD, Behavior Driven Development, c'est une pratique aussi craft qui englobe finalement TDD et qui elle pousse à la communication et à la connaissance du métier. Donc à partir du moment où on connaît le métier, on arrive à comprendre déjà, on devient limite expert du métier, plus expert que les experts. Là, on passe à la partie implémentation, et quand on parle d'implémentation, pareil, on va essayer de trouver des objectifs plus fins, parce que quand on parle d'une user story ou un besoin, c'est souvent un peu gros quand même, ça tient, même si ça peut tenir sur une journée de dev, mais c'est quand même une journée.
C'est pas rien. Quand on parle de cycle ou comment dire, loop en TDD, on parle allez, une minute, 2 minutes. C'est pas, ça se calcule en minutes. Et le but, c'est d'avoir des petites victoires tout au long de la journée. Et ça, c'est stimulant, quoi. C'est pas. En fait, j'ai testé ça pour ma première mission chez Sensio Labs. J'ai bossé sur un projet chez Akeneo et on a essayé de faire ça. Et honnêtement, j'ai kiffé à l'époque. Là, lorsque tu racontes, je me rappelle lorsqu'on essaye de faire tourner le test pas à pas, ajouter le minimum possible pour juste passer l'étape, c'était top. Et c'est pourquoi j'ai dit, on a fait ça à la fin plus ou moins, parce que avant on a fait pas mal de sessions avec le PIO, avec l'équipe métier pour comprendre le besoin, pour mettre un langage compréhensible par les devs ainsi que par le métier. Donc c'était vraiment une série de réunions pour finalement commencer ça. Et c'était top, honnêtement. Oui, bah c'est top. Et ça te permet aussi d'éviter ce qu'on appelle aujourd'hui l'over-engineering. C'est que tu as vraiment le minimum. Moi, je me rappelle comment dire, d'une situation où j'avais un stagiaire dans mon équipe qui a fait une US et qui, enfin, pour lui, il n'a pas appris ça à l'école, donc pour lui, c'était pas normal de commencer par les tests. Il a toujours appris à développer et ensuite tester. Ouais. Donc il m'a dit bah non, ça me prend 2 fois plus de temps, écrire le code, enfin écrire le test, écrire le code, enfin ça fait, pour lui c'est limite le surmenage quoi. et je lui ai dit bah écoute, on va faire un exercice ensemble, tu vas prendre la dernière US que tu as faite. Et on a regardé, je lui ai dit bah tu l'as faite pendant combien de temps? Il m'a dit j'ai mis 2 jours à la faire. Je lui ai dit ok, allez, à la louche, on va dire t'as passé une journée à réfléchir comment décomposer, enfin la réflexion. Donc tu t'as développé pendant une journée. Il m'a dit oui, on peut considérer ça. Ok, je lui ai dit bah on va la refaire, ton US, et on va la faire en TDD ensemble. Et il m'a dit bah oui mais c'est une perte de temps. Mais non, je veux bien prendre ce temps-là pour que tu comprennes. Ça fait partie de mon rôle de tech lead. Enfin j'étais tech lead de l'équipe à l'époque. Et je lui ai dit bah si je prends pas ce temps-là avec toi aujourd'hui, en fait tu vas pas apprendre au final. Donc on s'est dit on va prendre une demi-journée. Et on va voir si on arrive à faire l'US en une demi-journée. Et on a fait l'US en 2 heures. Et je lui ai dit une journée versus 2 heures. Ok, allez, on va tirer le trait en une demi-journée. Pas 2 heures, mais disons une demi-journée. Est-ce que tu penses que t'as pas gaspillé un peu de temps la première version que t'as faite? Il m'a dit ouais, et en plus c'est bizarre, on n'arrive pas au même résultat d'ailleurs. Enfin, côté design, côté solution à apporter. Ouais, c'est pas pareil. Et je lui ai dit, bah écoute, voici ce que tu as fait de trop. Bah tout ça, tout ce code que tu as généré, enfin que tu as créé, parce que aujourd'hui on parle de génération, mais que tu as créé, malheureusement, que tu as créé, bah en fait c'est un code de trop que tu considères, tu as pensé techniquement l'US, mais qui ne vont jamais arriver. Enfin, on n'aura jamais ce cas-là d'un point de vue métier. Donc, c'est ce qu'on appelle de l'over-engineering. Tu as rajouté du comportement qui, c'est pas réaliste, quoi. Et c'est ça la différence. Quand on fait du TDD, en fait, on parle souvent d'ailleurs de design émergent, même si... parce qu'on pense au refactoring. Donc, quand on fait... la boucle Red Green Refactor, souvent quand on fait du refactoring, on va essayer d'améliorer le design. Donc on parle de... Le design, il va changer au fur et à mesure des loops, on va dire. Et c'est pour ça qu'on parle de design émergent. Et le refactoring va améliorer justement cette partie design. Mais pour moi, je mets ça entre parenthèses parce qu'il faut connaître quand même quelques techniques de refacto et connaître aussi... comment on veut améliorer le design pour pouvoir le faire, quoi.
Mais voilà, enfin, vraiment, moi, aujourd'hui, je peux pas fonctionner autrement. Même au quotidien, même dans la vie Parce de que tous les c'est une jours. habitude. Oui, oui, Voilà, c'est une habitude qu'on les prenne, quoi. c'est ça. Déjà, oui. Non, en fait, j'ai kiffé cette mission parce que c'était une mission de rêve. Donc, un projet from scratch. On avait la main de faire de tester tout ce qu'on voulait. Hmm. Et donc, l'équipe était très ouverte et c'est là que j'ai testé. On était en binôme, qu'on a testé le TDD, tous les cérémonies qu'on a fait. Donc, comment dire, c'est un quotidien top, quoi. C'est agréable, Donc, ouais. Quand on le c'est vit ça, au quotidien, exactement. c'est très agréable comme C'est environnement de ça. travail, ouais. Et on fait comment dire, du pair programming. Donc, on commence la journée et on change des claviers, quoi. Hmm. Parfois c'est moi, parfois c'est lui. Et, je me rappelle, on a fait 2 semaines comme ça, sans rien brancher. Donc, juste on avance. Et à la fin des 2 semaines, on avait on va faire un démo. Hmm. Et en 2 heures, on a tout branché. Et on avait une petite application qui tourne, quoi. Ah oui. Donc, vraiment, c'était top, quoi. Donc, bon, je conseille les gens d'essayer. N'aie pas peur. Vous pouvez essayer, quoi. Tout à fait. Et le deuxième, tu me fais penser à un autre point, c'est que souvent on me dit, bah oui, mais nous, c'est pas la culture de l'entreprise de faire du TDD. Et moi je dis, c'est pas une question d'entreprise. Tu peux très bien faire du TDD dans une culture où ils connaissent pas du tout le test. Donc Ouais. c'est pas, pour moi, c'est pratique quand on parle de BDD, TDD, enfin et d'autres, pair programming, XP ou autre. Bah, souvent c'est ce qu'on appelle une boîte à outils des devs. Quand on appelle un artisan, on prend souvent le cas des plombiers, on va pas lui donner sa boîte à outils en arrivant chez nous. Il va venir avec Ouais. sa boîte à outils. Bah nous, pareil. Quand on est développeur ou développeuse, bah on vient avec sa boîte à outils. Et ces pratiques-là, ça fait partie de notre boîte à outils. Moi, on m'a déjà dit, en mission par exemple, je me rappelle très bien, en réunion, en plénière avec toute la DSI, on dit, bah on fait pas de tests chez nous. C'est les QA qui font les tests. Je dis, ok, mais enfin, j'impose à personne de maintenir les tests que je vais écrire. Donc, on va pas. Si c'est en rouge, je m'engage à les faire. Mais on ne m'impose pas De ne une pas les façon enfin, voilà, de ne pas les faire. Donc, ça fait partie aussi du caractère des personnes aussi. Ouais. Ouais, ça dépend parce que je me rappelle, j'ai vu un retour d'expérience d'une personne qui a commencé à bosser dans une mission, dans un grand compte. Et comme il a l'habitude d'écrire ses tests, il a écrit les tests et finalement il était obligé de les supprimer. Bon, il a quitté la mission, mais c'était dingue. Bon, pour les autres, c'est une perte de temps, quoi. Ah oui, bah, c'est pour ça que je dis, c'est votre façon de travailler. Si les autres vous imposent, et c'est pour ça aussi, alors, chose que je n'ai pas dite, quand on parle de craft, on parle de partage, on ne parle pas d'imposer. Ouais. Donc si les personnes, et je comprends, hein, j'ai travaillé avec des personnes qui n'adhèrent pas du tout. Je leur dis, bon bah c'est pas grave, enfin vous allez apprendre de vos erreurs, c'est pas le Ouais. sujet. Et donc quand les personnes voient que de ton côté, même dans mes équipes, hein, j'ai eu des devs qui, au bout d'un temps, ils commencent à être curieux, mais au début ils se disent, mais en fait, on perd notre temps à faire des tests. Et quand ils voient que de mon côté, comme on essaye dans les refinements, on essaye d'estimer les US. Donc on est tous d'accord que l'US elle fait 5 par exemple en story point, et que de l'autre côté ils voient que moi je fais à la fois les tests, le code et je respecte entre guillemets les délais.
ça déborde pas. Et alors que de leur côté, ils galèrent parfois justement à rattraper le tir avec des retours, enfin ce que j'appelle le ping-pong entre BA, QA, enfin la personne qui teste, Ouais. et l'équipe de dev. À un moment donné, ils se posent des questions, ils se disent il y a un truc quoi, c'est pas normal. Et c'est là où c'est pas grave. Moi, je crois au fait, on apprend par les expérimentations. Je te laisse rentrer dans le mur, et après je te dis, bah, c'est pas grave, viens, je te montre le Je te chemin. montre. Justement, là, tu parles de résistance, de la pédagogie, de comment convaincre et d'empaquer cet esprit dans les équipes. Aujourd'hui, il y a un nouvel acteur qui redistribue un peu toutes les cartes. L'IA. Et du coup, on entend tout, que ça va accélérer le craft, le développement, que ça va le dégrader, que ça va remplacer certaines pratiques, ou bien au contraire, de les rendre encore plus essentielles. J'aimerais beaucoup vraiment avoir ton regard là-dessus. Donc, comment tu vois aujourd'hui la rencontre entre ces deux mondes, l'IA et le craftsmanship? Alors, quand l'IA est arrivée, moi j'étais la première à... Enfin, la première. Enfin, c'est une façon de dire que Ouais. j'étais partie tout de suite à tester. En me disant, j'avais pas d'a priori, ok, à part ce que j'entends, c'est pas green, c'est pas... Enfin voilà, les horreurs qu'on a entendues par rapport à l'entraînement, on va dire, des IA. Mais je me disais, je vais tester l'outil. Parce que pour moi, ça reste un outil. Et je me disais, en fait, je pars sans a priori. Et j'ai appris que de toute façon, c'était d'ailleurs un point qu'on avait mentionné avec Cyril dans une conférence qu'on a animée pour Agile en scène, où on disait l'IA, quand on est expert sur un sujet, on voit que c'est nul. Et quand on n'est pas expert ou experte sur le sujet, on est émerveillé par le résultat qu'elle nous sort. Et en fait, c'est ça la nuance. C'est que comme c'est bien enrobé avec on va dire la formulation la plus adéquate, enfin qu'on attend, on est un peu impressionné quand on maîtrise pas le sujet. Et je dis souvent, si on revient en arrière à l'époque de la sortie de Google Search, à l'époque, je me rappelle très bien, tout le monde était affolé, mais il y aura personne qui va lire des bouquins. Tout le monde va chercher sur Internet, il y a personne, on va perdre en lecture, et pourtant aujourd'hui, on le voit, il y a plus de monde qui lisent qu'avant. Ouais. Donc ça a rien changé, ça a facilité des choses, mais ça n'a pas forcément dégradé, et c'est pour ça que je parle d'outils. Aujourd'hui, avec les devs, pour moi, on est dans la même logique. C'est que ça reste un outil qui va accélérer la réalisation de choses. Par contre, ça va supprimer les boulots, on va dire, inutiles. C'est que aujourd'hui, si vous êtes dev, mais en mode exécutant ou exécutante, donc vous prenez une US, vous la faites et vous attendez le résultat, là, vous allez être remplacé par des IA. Parce que l'IA peut très bien faire ça. Ce que l'IA ne sait pas faire, c'est échanger avec le métier, challenger le besoin. Même si on peut le faire, enfin aujourd'hui on a réussi quand même dans une expérimentation chez un client, on a réussi à, enfin moi je parle souvent, enfin quand on parle de BDD, Behavior Driven Development, on parle de l'atelier Tres Amigos où on se rencontre avec métiers, testeurs et dev pour discuter autour d'un besoin et extraire des exemples. Là, on parle avec l'IA de 4 amigos. Et je dis souvent, enfin, on a fait une expérimentation chez un client où on prend l'US écrite par le PO et on la balance à ChatGPT et on lui dit, bah, donne-nous des exemples. S'il arrive à identifier des exemples qu'on arrive à analyser ensemble, c'est que l'US est prête,
entre guillemets, à être développé. Et on avance, on modifie les exemples générés et on avance dessus. Si l'outil n'arrive pas à identifier des exemples où on voit qu'il y a des coquilles, on va dire, là, bah, ça permet aussi au PO de dire, bah, en fait, c'est que c'est pas assez mature peut-être. Il faudra que je la retravaille ou autre. Donc pour moi, c'est l'inverse. Ça va améliorer, fluidifier le quotidien des équipes et je dirais même ça va améliorer la qualité de travail. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui les devs, malheureusement, on entend souvent l'expression, désolé du mot, mais épiceur de code. Demain, ça va être plutôt, enfin pour moi, avec l'IA, on revient à l'origine de notre métier qui est l'ingénierie de développement. Et c'est ça qui est important. Et je trouve ça plutôt une opportunité pour moi dans notre métier. Honnêtement, c'est la première fois que j'entends ce point de vue et je le trouve constructif. Et à chaque fois que je pose la question, on a des doutes, on ne sait pas où on va aller. Mais là, c'est une autre façon de voir l'IA, quoi. Ça sera, comme tu as dit, c'est un outil pour nous aider et pour revenir à nos origines, quoi. Parce que finalement, on n'est pas là juste pour exécuter du code, mais non. On revient vers les bases, quoi. Exactement. Et on revient au travail de, justement, humain. Donc, discussion, compréhension, repriorisation, peut-être. Ou alors, tiens, t'es parti sur cette voie-là comme solution, mais je te propose une autre voie, etc. Et ça, c'est vraiment l'ingénierie pour moi. Ouais, non, t'as raison. Et du coup, pour toi, quels sont les outils qui sont devenus indispensables aujourd'hui pour utiliser l'IA, quoi? Eh ben, c'est la deuxième partie, on va dire. Parce que souvent, quand j'introduis la notion, quand on pose la question par rapport à l'IA, je dis effectivement ça va revenir, on va revenir à notre métier de base. Et la deuxième partie, c'est, je dis, vous avez besoin pour moi de toute la boîte à outils Craft pour améliorer votre utilisation d'IA. Je m'explique. C'est que à partir du moment où on sait qu'on a envie d'extraire des exemples, l'IA pourra nous aider, on va potentiellement itérer justement pour avoir les meilleurs exemples qu'on veut. On sait qu'on a envie, aujourd'hui l'IA, quand on lui demande quelque chose, on sait que du premier coup, elle va jamais avoir la bonne réponse. On a toujours tendance à itérer pour avoir le résultat attendu. Demain, et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de context engineering, donc l'idée c'est de dire en fait tout ce que j'attends comme résultat, le format de sortie, comment le code va être designé. Je veux par exemple de la composition, je ne veux pas d'héritage dans mon code. Je veux que mes objets métiers soient des objets riches et non pas anémiques. Je veux une séparation entre tout ce qui est infra et mon cœur de domaine. Tout ça, en fait, ça doit être des inputs à l'IA pour que ça me génère le meilleur résultat. Et ça, c'est ce qu'on appelle le context engineering. Donc, et ça, si on n'a pas la connaissance et le bagage de toutes les pratiques software craft, on ne pourra pas le faire. Ouais. Donc, en fait, finalement, je dis aujourd'hui, pour utiliser au mieux l'IA, il vaut mieux avoir une connaissance solide sur le software craft. Non, t'as raison. Finalement, sinon, ChatGPT, il va te balancer n'importe quoi, n'importe comment, et si tu connais pas les bases... Oui, tu vas prendre ce qu'il te donne au final. C'est ça, exactement, oui. Oui. Ouais. Donc, merci beaucoup, Dora, pour ton regard sur l'IA, sur le craft. Et justement, en parlant de cette évolution de métier, de transformation profonde, j'ai envie d'ouvrir un sujet qui me tient vraiment à cœur. Parce qu'au-delà des pratiques techniques, il y a aussi les parcours, les trajectoires, les modèles qu'on offre, ou bien qu'on n'offre pas, aux nouvelles générations. Et toi, tu
occupe aujourd'hui une place forte dans l'écosystème CTO, coach, conférencière, très visible et très engagée, dans un milieu qui reste encore largement masculin. Comment tu vis cette position aujourd'hui? Est-ce que tu te sens parfois un rôle modèle pour d'autres femmes dans la tech ou... Parce que honnêtement, tu es la deuxième femme que j'ai fait avec elle le podcast. Et les femmes, malheureusement, ils sont très rares euh, Dans le métier, oui. sur le marché. C'est ça, dans le métier. Parce que déjà, tu as évoqué ça, que tu étais la seule fille sur une équipe. Et c'est mon cas aussi. Donc à chaque fois, sur 10 hommes, il y a une fille. Et encore, parfois, on prend pour une commerciale. C'est ça, exactement. Au RH. Mais pour développeurs, c'est très rare. Oui, oui. Est-ce que je suis un rôle modèle? On me le dit souvent. Enfin, moi, je me considère pas. Enfin, je ne me considérais pas comme rôle modèle jusqu'à il y a pas longtemps. Avec Oulay, qui est la présidente de l'association Yeso, je ne sais pas si tu connais. Elle a écrit, elle a rédigé un livre avec plein de rôle modèles filles, femmes dans l'IT. Et quand elle m'a demandé, je lui ai dit, bah écoute, je veux bien participer à l'aventure, avoir un portrait dans le livre. D'ailleurs, si vous avez des connaissances filles, on va dire, qui ont envie d'avoir des rôles modèles, c'est le meilleur outil pour moi. De lui dire, tiens, il y a quand même plus de 40 femmes dans le livre. Et donc c'est à ce moment-là que je me disais, oui, elle a raison. Je fais partie des privilégiés, on va dire. Et pour moi, c'est à la fois, comment dire, un privilège et en même temps une responsabilité. Ça, c'est sûr, oui. Parce que moi, personnellement, j'ai pas, comme je t'ai dit au début, j'ai pas cherché à être CTO coûte que coûte. D'ailleurs, c'était un hasard si j'ai pris c'est un hasard. C'est pas un hasard parce que je l'ai cherché. Oui. Mais comme quoi, c'était pas vraiment, comment dire, t'as pas travaillé pour avoir ça, c'est ça, voilà. Exactement. Ouais. C'était pas à la base dans mon plan de carrière. Moi, comme je te disais, je voulais plutôt faire de l'architecture à la base. CTO, oui, je continue à faire de l'architecture, mais je fais plus de management que du dev aujourd'hui. Après, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je suis rôle modèle, oui. Comment gérer ça au quotidien, sachant que y a peu de femmes, effectivement, dans le milieu. Et pour moi, c'était aussi mon challenge de vouloir montrer qu'il n'y a pas que des CTO hommes qui prennent la parole. Il n'y a pas que des CTO hommes qui vont poster sur LinkedIn. Nous aussi, on a notre connaissance, on va dire, à partager. Et pour moi, je jouais même sur ce côté-là, exprès, parce que souvent, dans les conférences, par exemple, on a envie d'avoir des femmes speakers. Et on me l'a déjà dit. Hein. On me l'a déjà dit, oui, mais t'as été prise parce que t'es une femme. Je réponds, et alors? En fait, je ne me justifie plus aujourd'hui. À l'époque, je me disais, non, je mérite ma place, comme n'importe qui. Aujourd'hui, on me dit souvent, oui, mais le sujet que t'allais présenter, c'est pas nouveau, on t'a pris juste parce que t'es une femme. Maintenant, je réponds même pas, je dis ok, et pourquoi pas. Ouais. Et ok, j'ai un privilège, je l'utilise. C'est ça, t'as raison. Tout simplement. Ouais. Je ne m'arrête plus au regard des autres. Si on considère que je suis bonne, tant mieux, pour moi et pour eux, et pour elles. Et si on considère que je suis là parce que je suis une femme, tant mieux pour moi. Ouais.
Et j'avance. Oui, c'est ça. Bah, t'as raison, finalement. Je pense pas que c'est parce que c'est des femmes que ils vont te choisir. Si tu fais pas bien ton travail, tu seras banni, même si tu es femme, quoi. Oui, Et du oui, coup, non, c'est pas ça. c'est ça. Mais bon, il y a toujours des personnes de mauvaise Sûrement, langue, hein. c'était un homme. C'est pas- Ah oui, mais une femme ne te dira jamais ça, t'inquiète. c'est ça. Et les jaloux, tout simplement. Ah oui, oui. Je mets toujours ça sur le côté jalousie, c'est pas grave. C'est ça. C'est parce que ton sujet ça n'a pas été accepté, c'est pour ça que tu dis ça. Je compatis. Oui. Je pense que c'était ça. Donc merci vraiment pour ce partage, c'est assez précieux et je pense que beaucoup de façons de personnes qui vont se reconnaître dans ce que tu viens de dire. J'aimerais aussi aborder un autre aspect de ton parcours qui montre une autre facette de ton engagement. En fait, tu as parlé au départ de ça, c'est la prise de parole. Ouais. Parce qu'au-delà de ton rôle de CTO, tu es actif sur scène, tu as même co-écrit le livre Software Craft. Et ça, c'est une démarche qui demande du courage, de recul et vraiment une vraie envie de transmettre. Du coup, j'aimerais te demander, qu'est-ce que t'as apporté personnellement et professionnellement de monter sur scène ou bien d'écrire sur tes pratiques? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Alors, déjà, enfin, je pense l'avoir dit au début, mais moi, il y a plein de sujets qui bouillonnent dans ma tête. Et j'ai besoin que ça sorte, tu vois. Et donc, ma façon de sortir tout ça, c'était en premier lieu par l'écriture. Donc, c'est la prise de notes, c'est l'écriture des articles, c'est de poster sur LinkedIn, etc. Et le déclic de speaker, c'est, comme je l'avais dit, c'était ma première participation à la conférence. Et je me disais, en fait, quand on est speaker, enfin, moi je le vois souvent, on pense que speaker c'est stressant, il faut du temps pour préparer le talk, il faut du temps pour préparer les slides déjà, enfin, Ouais. de présentation. Et moi, ce temps-là, finalement, il est pas lent quand je crée quelque chose. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, quand je construis quelque chose, c'est souvent sur un temps lent. Donc quand, enfin, je t'avais dit, première conférence, enfin le jour où j'ai décidé de devenir speaker et le jour où je suis devenue speaker, c'est 5 ans d'écart. Donc je compte pas le temps, moi. Et pareil, pour écrire un article, j'avais présenté ça en interne chez Arola. En fait, j'ai regardé mes notes pour un article. Alors, enfin, pourquoi je dis ça? La réflexion était venue à me dire, en fait, quand j'ai co-écrit des articles avec d'autres Aroliens, en fait, ça prend beaucoup de temps. On a pris 6 mois à écrire l'article, 8 mois parfois, pour écrire enfin, une série d'articles. Et je me disais, mais pourquoi moi, quand j'écris seule, ça me prend une demi-journée, max, parfois juste 1 heure, pour pondre l'article. Et je me disais, enfin, il y a un problème, enfin, quelque part, il faut que j'analyse cette problématique-là. Et en fait, je me suis rendu compte que le temps que je prends pour écrire un article, c'est pas vraiment pour écrire l'article, mais c'est plutôt collecter toutes les notes que j'ai prises pendant X temps. Donc en fait, l'article se construit vraiment sur un temps long. Et je me rappelle, j'ai mis, enfin, j'avais présenté un article que j'avais publié, et la première prise de notes qui était faite, c'était 2 ans avant. Donc en fait, c'est là où je me disais. Vraiment, tu comptes pas le temps. Ah non, je compte pas. Enfin, c'est vraiment. En fait, je me mets pas de pression pour créer Oui, du bon, contenu. t'as raison. Oui. Et à partir Mais de que ce tu moment-là. utilises tes notes après 2 ans, déjà, je trouve que t'es bien organisé pour trouver ça. Et ben, c'est là le petit secret, on va dire. C'est que quand je Ouais. prends mes notes, en fait, j'essaye de les prendre, de les classifier par thématique.
tiens, je vais parler de, je sais pas, de DDD, bah, j'ai déjà un petit classeur, moi j'utilise OneNote, donc j'ai déjà un classeur sur DDD. Donc je mets toutes mes notes dessus. Je vais parler sur un autre sujet, bah, j'ai déjà les différentes notes sur, sur la même thématique. Donc le jour où je me pose et j'ai un peu de temps et je me dis bah, je vais rassembler toutes mes notes, bah, en fait tout était déjà écrit. Ouais. Je disais, bah, une fois que j'ai écrit, souvent on me dit, bah, justement, pourquoi je partage mon savoir? Je le partage pas pour convaincre les autres. Je le partage pour montrer un autre point de vue. Donc que vous soyez d'accord avec ce que je dis ou pas, Bon, c'est votre choix. c'est ça, l'essentiel que je t'ai partagé, quoi. Voilà. Et ça, c'est ce que je parlais de l'obligation quand on est rôle modèle aussi. C'est quand on est rôle modèle, pour moi, c'est égoïste, limite. Hein. C'est égoïste de ma part si je garde toutes mes connaissances pour moi. C'est plutôt l'inverse. Donc au fait, et depuis, enfin c'est culturel aussi, depuis toute petite, on me dit, ne compte pas ce que tu donnes, compte tes erreurs, juste, tes bêtises quoi. Enfin, mémorise tes bêtises, mais sois généreuse dans tout ce que tu donnes. Et donc ça part de ce postulat-là, de cette culture-là que, j'essaye c'est une forme aussi de vider son sac, on va dire, Ouais. de partager, de ne pas forcément laisser tout pour soi. Et je me dis, c'est pas grave si ça parle pas à tout le monde. Il y a forcément, je pourrais peut-être changer la vie d'une personne, ça me suffit amplement. Donc c'est ça on va dire ma devise. Merci pour tout ce que tu as dit, pour tous ces conseils que tu as donné. On sent que tu parles d'expérience, que tu as vraiment à cœur d'aider les autres à progresser. Et justement, j'aimerais qu'on termine avec quelque chose de très pratique, quelque chose que les personnes qui nous écoutent peuvent appliquer dès qu'elles ferment la vidéo aujourd'hui. Parce qu'on sait que tout le monde n'évolue pas dans une équipe craft ou avec des pratiques idéales. Donc du coup, j'aimerais te proposer un petit scénario. Imaginons qu'on a deux personnes qui nous écoutent, une dev junior qui débute dans un contexte pas forcément très craft, et une autre dev plus expérimentée qui veut tirer son équipe vers de meilleures pratiques. Donc, quels 3 conseils tu leur donnerais à chacune pour progresser sans attendre que l'organisation change miraculeusement? Alors la première, c'est une dev junior qui débute dans un contexte qui n'est pas craft, c'est ça? C'est ça. Ouais. Déjà, il faut le savoir. Parce que c'est pas forcément Oui. c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, pour moi, le premier conseil, c'est tu t'en fous de l'environnement dans lequel tu es. À partir du moment où tu pratiques toi-même au quotidien, les autres vont s'intéresser à ce que tu fais. Et naturellement, l'environnement va changer. Tu vas influencer indirectement, directement même, l'environnement. Parce que les gens, naturellement, ils vont se poser des questions. Pourquoi elle, l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, pourquoi elle arrive à le faire alors qu'elle fait et des tests et du code, alors que moi je fais que du code et je rame, par exemple, pour rattraper le délai. Donc naturellement, ça va attirer la curiosité des personnes. Et c'est ce qui s'est passé, en tout cas, quand j'étais expérimentée, j'étais la tech lead, mais en fait, j'essaye pas d'influencer et de pousser les autres à le faire. Je montre l'exemple, et c'est à eux, il y aura forcément à un moment donné un déclic. C'est ça ma façon de faire. Donc il y a ça. Et pour la deuxième personne, elle est expérimentée. Et tu veux, elle tire, c'est la même chose. Si elle veut tirer l'équipe vers le haut, c'est pareil. Je vois beaucoup d'environnements où le ou la tech lead impose, entre guillemets, il faut faire ça. En fait, à partir du moment où on impose quelque chose, les gens ne comprennent pas le pourquoi on le fait. Et quand on ne comprend pas le pourquoi,
pour nous, c'est inutile de le faire. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, ok, essayez, et ça fait partie aussi de... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ma question favorite, on va dire. Le pourquoi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on choisit ça que ça? Pourquoi tu considères que c'est bien de faire ainsi? Ça répond à quel besoin réellement? Pourquoi on veut... c'est quoi le pain point qu'on a envie d'améliorer? C'est ça le point. Et si le pourquoi n'est pas compris et par tout le monde, en fait, personne ne va adhérer. Oui, t'as raison. Et un dernier peut-être conseil, c'est que dans une équipe, il y a souvent on va dire une personne assez, comment dire, il y a toujours quelqu'un qui a une grande gueule, on va dire, et qui va peut-être essayer de tirer dans un sens qui n'est pas, enfin, auquel on s'attend pas. Et ça, j'ai envie de dire, l'idée c'est de ne pas essayer de gaspiller son énergie à convaincre les gens que tu sais d'avance qu'elles vont pas être convaincues. Et moi, j'essaye de doser, et c'est pour ça que c'est intéressant de connaître les éléments de son équipe, pour savoir où est-ce que je peux mettre l'effort. Encore une fois, c'est prioriser l'effort que je veux apporter. Et je dis souvent, il vaut mieux mettre l'effort sur les gens qui ont envie d'être écoutés que sur les personnes qui en fait vont fermer les oreilles au moment où tu leur expliques quelque chose. Et je les laisse vivre leur vie, même si c'est dans mon équipe. Hein. Ok, fais ta vie. À un moment donné, tu vas soit avoir ce déclic-là dont je parlais tout à l'heure, soit c'est le groupe qui va s'en charger. Parce que tout le monde va dire, attends, t'es le seul à ne pas... c'est pas normal. Enfin, t'es le seul à être différent de nous. Généralement, il y a souvent un effet de groupe. Donc, moi, j'essaye de travailler plutôt sur les autres membres qui vont plutôt écouter et augmenter la masse, on va dire, la taille des personnes qui vont être alliées, que essayer de chercher... à convaincre les personnes têtues qui ne vont pas changer d'avis, quoi. Bon, t'as raison. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour tous ces conseils concrets. Je suis sûre que ça va parler à beaucoup de devs qui nous écoutent. Pour terminer, on va finir avec quelque chose de plus léger et plus spontané. Donc, je vais te proposer une petite série de questions rapides. Tu réponds sans trop réfléchir, vraiment au feeling, quoi. Donc, je vais commencer avec ma question signature du podcast. Dola, t'es plutôt team café ou thé? J'ai le droit de dire ni l'un ni l'autre? Ah, c'est bien là. Et du coup, tu prends quoi lorsque tu travailles? Moi, je suis plutôt café noisette. Café au lait. Ouais. Mais quand je suis chez moi, je suis plutôt thé fait maison. Donc, ça dépend. Oui. Ok. Et une pratique craft que tu défendras jusqu'au bout? TDD. Une mauvaise pratique qui t'énerve particulièrement? C'est quand on me dit ah bah tiens, ça c'est une solution miracle pour tout. Genre aujourd'hui, par exemple, c'est les microservices. Ça va gérer tous les problèmes, non? Oui. Il n'y a pas ça. Une conf ou un livre que tu recommandes absolument, mais en dehors de Software Craft, bien sûr. Ah zut. Malgré moi que je recommande très bien ce livre. Merci. Est-ce qu'il y a... En fait, ça dépend du sujet. Peu importe. Une conférence que t'as aimé, que ça a resté dans ta tête, ou bien un livre. Bon. Alors, il y a des livres, mais il y a des thématiques différentes. Il y a un livre, je l'ai là, Les règles du jeu, ça s'appelle. En fait, c'est écrit par, j'ai oublié le nom, Clara.
Clara quelque chose. Je vois pas de loin. C'est dans la bibliothèque. En fait, ça parle de son expérience à elle. Et elle présente toutes les clés pour les femmes à la base, mais moi je trouve que ça va aussi pour les hommes qui ne comprennent pas pourquoi ils évoluent pas de la façon qu'ils veulent. Donc l'idée c'est comment préparer son terrain, enfin le terrain pour évoluer, comment être clair dans sa communication, comment mieux poser les questions, comment se mettre en avant. Quand on veut quelque chose, il faut le dire, même si y a rien de concret, etc. Donc ça je l'aime bien ce bouquin. Après, il y a un autre bouquin plutôt par rapport à la priorisation. C'est It Doesn't Have to Be Crazy at Work aussi. Et c'est deux hommes qui ont créé une start-up et qui expliquent un petit peu leur quotidien et comment justement, enfin paradoxalement, quand on parle de start-up, c'est on travaille 24 heures sur 24. Et eux, ils présentent un petit peu comment ils ont réussi à créer une entreprise tout en ayant un rythme soutenable. Donc c'est vraiment, enfin ça parle priorisation, ça parle slicing, ça parle préparation aussi de la trajectoire, ça parle vision de produit, etc. J'aime beaucoup. Après, je peux donner une... Enfin, chaque thème, j'ai un livre. T'as sûrement des anecdotes marquantes ou un moment drôle ou bien inattendu que tu pourrais partager avec nous aujourd'hui? Ah bah j'en ai plein. Déjà commençant par mon prénom. Non, mais quand j'arrive dans les équipes, c'est souvent on me dit alors Dora, on t'a déjà fait la vanne, hein, mais Dora l'exploratrice. Maintenant c'est quand j'arrive directement, je dis Dora. Ils me disent hein, comme l'exploratrice. Comme ça c'est fait. Parce que entre Dora, Laura, Nora, on s'y perd. Mais non, une autre anecdote réelle, je peux parler de mon arrivée chez Arola, par exemple, parce que c'était via une cooptation. Et à la base, moi je voulais pas du tout changer de boîte. Parce que j'étais bien chez mon ancien employeur et puis après c'est le modèle d'Arola qui m'a plu et je me disais tiens je vais atterrir dans une communauté qui est craft, on va construire plein de choses ensemble, enfin je vais m'épanouir quoi. Et à l'entretien avec un des associés à l'époque, parce que je suis arrivée chez Arola en 2016. À l'époque, j'ai fait 4 ans dans un grand groupe et 4 ans ensuite dans un deuxième grand groupe. Et donc l'associé, pour faire un petit peu de blague, il m'a dit tu vas pas rester que 4 ans chez Arola, quoi. Et là, je lui ai répondu ça dépend d'Arola. Il s'y attendait pas. Il s'attendait à une explication, genre non, mais tu vois. Bon, t'as raison, finalement, ça dépend d'Arola. Et oui, ce qui est marrant, c'est que au bout de 4 ans chez Arola, je devais passer à une filiale d'Arola qui s'appelait la Combe du Lion Vert. Finalement, ça s'est pas fait. Et c'était la blague avec Olivier, il m'a dit t'aurais pu le faire au final. Hein. Olivier, c'est l'associé. Ouais. Et donc non, ça fait même bientôt 10 ans maintenant que je suis chez Arola, mine de rien. Dora, si tu ne travailles pas dans la tech, tu ferais quoi? Eh ben, quand j'étais toute petite, je voulais être pilote de chasse. On m'a dit, pour être pilote de chasse, il faut avoir 12 sur 10. Enfin, je sais pas. Qui m'a dit ça? J'ai fait, bon, c'est pas pour moi. Ça se voit. Et donc, et après, je voulais faire architecte, bâtiment, quoi.
Ouais. Le hasard a fait que, devant chez mes parents, on avait un imprimeur qui faisait les grosses maquettes pour les architectes. Donc il avait plein d'étudiants chez lui. Et donc un jour, comme je connais la personne parce que c'était le papa d'une copine, parfois je l'aide, parfois voilà, je viens passer du temps comme ça papoter. Et j'ai posé des questions aux étudiants en architecture en disant bah, c'est quoi votre métier, moi j'aimerais bien faire ça, etc. Et donc ils m'ont raconté leur quotidien. J'ai fait ça veut dire que il faut que je sois, enfin les projets ça c'est de l'argent. Mes parents, même si on était assez à l'aise financièrement, mais je me voyais pas dépenser de l'argent pour des projets, c'était assez cher quand même. Oui. Et donc je me disais ça sera pas l'architecture. Non, mais c'est surtout ce qui m'a freiné surtout, c'est ils m'ont dit tout simplement dans notre métier, si t'as pas de réseau, si t'as personne dans la Non. famille qui fait de l'architecture, tu vas pas avancer. Et c'était à l'époque l'informatique, ça venait de sortir quoi. Les métiers Ouais. de développement, il y avait du besoin. Et donc c'est à ce moment-là j'ai fait c'était de toute façon mon deuxième choix de faire l'informatique. Parce que j'étais dans un club aussi où on faisait un club d'informatique à côté de chez mes parents. Et c'est comme ça que j'ai dit ça sera pas architecture, ça sera de l'informatique. L'informatique, ouais. Et je regrette absolument pas. L'avantage de l'informatique, ce que je trouve, c'est que c'est un métier où tous les autres métiers en ont besoin. Donc, Oui. j'ai découvert des domaines. En fait, même en termes de culture générale, tu apprends tellement de choses de différents domaines métiers. Que si tu avais fait un autre métier, je me dis si j'avais fait un autre métier, j'aurais pas eu l'occasion de les découvrir. Au niveau de la finance, de l'énergie, du jeu, du sport, du transport, j'ai fait plein de domaines, donc je trouve que c'est un des rares métiers où t'accumules de la culture générale comme pas possible. Est-ce qu'il y a une personne que tu as rencontrée dans ta vie pro et qui a changé ta manière de voir ton métier ou ta carrière? Il y en a plein, c'est pas qu'une seule. Mon premier boulot, mon premier job, et c'est peut-être, c'est une des premières personnes qui m'a fait aimer aussi, et qui peut-être a été mon rôle modèle. C'était une architecte femme, une architecte technique, Nathalie. C'est rare. C'est rare. Oui. Et oui, c'est peut-être. Est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais je me dis si je l'avais pas eu en tant qu'architecte, est-ce que les choses auraient pu être différemment? Je sais pas. Je pourrais pas le savoir, mais en tout Ouais. cas, sa pédagogie. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais je suis certaine qu'elle a gardé ce caractère. Mais voilà, elle était vraiment pédagogue, elle était pragmatique, tout ce qui peut décrire une bonne architecte. Je peux dire que c'était un rôle modèle pour maintenant que je connais les mots. Après, c'était Peter aussi qui m'a permis de découvrir les conférences parce que je connaissais pas du tout avant. Et aussi Cyril aussi aujourd'hui qui est mon co-CTO, mais à l'époque j'étais aussi fascinée par la personne il connaissait plein de choses, il arrivait tout de suite à identifier quand tu lui racontes un besoin, tout de suite il va droit à l'idée que tu voulais pointer. Donc oui, il y a beaucoup de personnes. J'ai eu de la chance, on va dire, j'étais bien entourée. Oui, c'est ça. Ou alors c'est mon caractère qui a fait fuir toutes les personnes possibles. Oui, ça peut être. J'ai une autre question. Lorsque tu bosses pas, lorsque tu développes pas, lorsque tu lis pas des livres et n'écrives pas des notes, tu fais quoi? Et ben, je joue avec mon fils.
C'est bon. Et être craft, ça change quoi dans ta vie au quotidien? Est-ce que tu utilises vraiment les notions de craftsmanship dans ta vie chaque jour, quoi? Ah oui, carrément. Mais maintenant, même pour planifier, ne serait-ce que... allez, eh ben, je prends l'exemple là, on est en train de préparer l'anniversaire du petit. Ben, en fait, Ah, je tu suis en m'étonnes. mode TDD. Tu m'étonnes. C'est c'est quoi l'objectif? Quel est qu'est-ce qu'il faut faire? Des compositions? Et tiens, si je prenais ça avec des exemples. Et l'idée, c'est d'amener aussi toute la famille dans le projet. Donc, je mets à contribution le petit pour son anniversaire. Je mets à contribution mon conjoint aussi. Enfin, tout le monde. C'est pas mon projet, c'est notre projet. Ouais, t'as raison. Et du coup, comment dire, tu conseilles les gens à vraiment tester ça, même si c'est pas dans un projet, mais le tester tel qu'il est dans la vie, quoi. Oui. Et ben, vous allez voir, ça change la vie. Quand je vous dis ça change, enfin, ça change la façon d'apporter les sujets. Aujourd'hui, c'est marrant parce que Cyril me dit, il n'y a rien qui te stresse. Et en fait, c'est pas qu'il y a rien qui me stresse. Mais en fait, chaque Tellement. problématique, comme j'arrive à les décortiquer, à bien la préparer, bah, il n'y a pas de stress au final. Et En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, je pense que tu es une personne très bien organisée. Et du coup, tu vas pas stresser parce que t'as fait un plan pour tout. alors, il y a toujours une part d'impro, hein. C'est pas que Oui, tout ça c'est, est. oui, Mais je tracé sais quoi. que quelle que soit la difficulté, j'ai assez de bagages pour m'en sortir. C'est ça le. Et Oui, ça, à partir du moment où on est convaincu que, en fait, il y a pas de problème. Il y a juste des opportunités, comme on dit. Il y a, enfin, ok, on a une problématique. C'est quoi le sujet? Donne-moi les informations du contexte. On va trouver une solution. Il y a pas de problème sans solution. honnêtement, Dora, j'ai kiffé notre discussion. Je peux rester avec toi jusqu'à demain. Donc, merci beaucoup, Dora, pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. C'était hyper riche. Pour celles et ceux qui veulent te suivre ou en savoir plus sur Arola, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Dora Bartaguise, avec un petit diamant devant. J'ai fait exprès de mettre la petite icône parce que il y a d'autres comptes avec mon nom, prénom, même si c'est rare. Donc voilà, et puis Arola, pareil, vous pouvez nous retrouver sur arola.fr ou sur LinkedIn aussi, la page LinkedIn. Ok. Merci, merci beaucoup une autre fois, Dora. Et pour vous qui écoutez, si l'épisode vous a plu, abonnez-vous, laissez un petit commentaire et surtout, dites-moi quel profil ou sujet vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Café Tech avec Imen. À bientôt. Au revoir. À bientôt!